Bon, on a beau améliorer les technologies, il y a toujours l'effet rebond, c'est-à-dire que si on a une voiture plus efficace, on va en prendre une plus grosse. Et puis, si jamais on fait une économie sur la voiture, on ira à Bali ou alors on va acheter un iPhone. Je le fais très court, mais c'est ça que je veux parler. Que je vous montrer, par exemple, sur les voitures, ben, taxi électrique, on savait faire en 1897. Alors, effectivement, les puissances, je crois que c'était 30 km/h, il n'y avait pas d'autonomie, etc. Mais il y avait déjà toute la logistique, le même problème, il fallait plein de stations de recharge. Ils ont fait plein de stations de recharge, etc. Il y a en 2015, les voitures hydrogènes, de toute façon, elles existaient dès les années 2000, à pile à hydrogène. Moi, pour mes 30 ans, vu que j'étais déjà dans l'écologie, on m'avait offert une toute petite pile à hydrogène qu'on mettait de l'eau et tout ça. Enfin, donc voilà, c'était la hype déjà à l'époque. Et maintenant, ça revient, mais c'était juste un peu presque plus de motivation. Des voitures qui consomment 2 litres au 100, on savait faire. Il y avait dans les années 80, en 87, il y a la Renault Vespa 2. Elle a fait Paris-Bordeaux avec 10 litres d'essence. Et à 100 km/h de moyenne, elle allait jusqu'à 138. Il paraît que les journalistes disaient que le confort était à peu près celui d'une R5. Donc c'est pas top, mais pour l'époque, c'était pas non plus horrible. Et donc voilà, on aurait pu faire. On voit l'ami électrique. Bah, il y avait une version de 74 qui ressemblait vachement. Et bon, pareil, elle aurait eu moins d'autonomie, etc. Mais il y a surtout le problème, c'est que à quoi bon faire des petites voitures puisqu'on a du pétrole pas cher et que les gens, de toute façon, ils préfèrent avoir mieux que le voisin. Donc, ils vont avoir une petite, plus grosse voiture, jusqu'à ce qu'ils soient vraiment limités par le fait que bah, ils peuvent plus du tout. Donc, je fais très vite. Donc là, on voit bah, l'évolution du poids des véhicules. Donc là, c'est selon différents types de véhicules. Je vous la fais très courte pour qu'on puisse discuter après, parce que je suppose que vous savez déjà plus ou moins. Mais des fois, avoir les courbes, c'est sympa. C'est souvent lié quand même avec de l'amélioration de confort. En général, il y a une étape, il y a l'ABS qui augmente un petit peu le poids, il va y avoir les vitres électriques, il va y avoir la clim, il va y avoir des choses comme ça. Il y a aussi la taille. Hein. Comment? Ouais, il y a aussi la sécurité. Mais non, juste enfin, oui, il y a cet argument-là, mais c'est pour ça qu'il y a la courbe là pour vous montrer. Vous avez vu le pic ici de mort sur la route. Donc, c'est pas qu'on roule moins, parce qu'on a la courbe rouge montre qu'on roule toujours plus. C'est pas qu'il y a une technologie qui a changé du jour au lendemain, parce que bah, justement, les technologies n'arrivent jamais du jour au lendemain. C'est juste qu'on a fait une loi limitation de vitesse, et c'était surtout pour économiser du pétrole à l'époque. Ceinture obligatoire et les premiers contrôles sur l'alcool au volant. Et c'est pas une petite baisse, quoi. C'est pas une petite tendance que la loi a changé, voilà. Et après, bon, ça a continué tout le long. Et là, c'est effectivement une succession bah, aussi de lois et des technologies. Mais la vraie différence, bah, ça a été la loi, quoi. C'est le pic là, il est du jour au lendemain. Ils ne se sont pas mis à changer leur fabrication de voitures. Donc, on était parti pour avoir 20 000 morts par an sur les routes. Et même en roulant beaucoup plus, on s'est mis à avoir beaucoup moins de morts sur les routes. Il y a bah, la largeur et la hauteur des véhicules qui augmentent toujours. Et encore aujourd'hui, on prend 1 centimètre tous les 2 ans de voiture. Donc, du coup, ça veut dire plus de face au vent. Et c'est en général bah, aussi plus de poids, plus de trucs. Et voilà, et ça n'arrête pas. Mais il y a quand même des choses qui font on a réussi à avoir par période des baisses de CO2 dans l'atmosphère, visibles sur plusieurs années. Alors, quel est, à votre avis, ce qui a permis une vraie baisse significative des CO2? Quelle technologie a permis ça? Non, non, vraiment, dans l'atmosphère, ça a été mesuré avec les carottes de glace. Le Covid, mais ça a duré qu'un an. Le Covid, ça a fait des extinctions des émissions, mais pas la teneur en Oui, centrale. mais ça aurait duré longtemps, ça aurait pu avoir un effet. Mais là, il est pas mesurable. De toute façon, on n'a pas encore vraiment les données, j'ai cherché. Non, c'est la guerre. La guerre, ça a vraiment été mesuré. Et il y a vraiment eu un plat dans les années 40 parce que ben, ticket de rationnement, parce que les usines s'arrêtent, parce que les hommes ils sont au front plutôt que dans les usines. Donc effectivement, la guerre elle-même c'est horrible au sens il y a plein bon déjà c'est horrible, mais il y a plein de bombes, il y a plein d'avions, il y a plein de choses comme ça. Mais il faut bien voir que le reste de la population, ben il vit à minima, il mange plus de viande, voilà, il y a que au marché noir, etc. Et pourquoi ça? Et pourquoi sinon ça n'a jamais baissé, quelle que soit la technologie? Parce que bah, dès qu'il y a une nouvelle technologie, on consomme plus. Donc, on a du pétrole, bah, on n'arrête pas le charbon pour autant, mais on met du pétrole en plus.
on a du gaz, on n'arrête pas le pétrole pour autant, mais on a du gaz en plus, et on a du nucléaire, bon, déjà pas beaucoup, et on n'arrête pas. Et puis après, on a du renouvelable, ça se voit à peine, de toute façon, c'est ici le renouvelable en tout petit, et ça change presque rien. En fait, ce qui change, c'est que depuis 2008, il y a quand même une vraie. Déjà, il y a une crise économique, enfin, une économie qui a du mal à se relancer, ça se voit sur le PIB qui monte moins vite, etc. Et ouais, Bah, juste faire une remarque, hein, les faits de la concentration des gaz, enfin, du CO2 dans l'atmosphère, elles ne dépendent pas de l'émission à l'instant T, quoi. C'est le cumul des émissions sur le temps qui fait que la concentration entre les deux augmente, quoi. ouais. C'est la bande, hein, c'est la bande. Pour ça, depuis 1850, ça augmente euh, régulièrement, parce qu'il y avait déjà le charbon à l'époque, de toute façon, et Oui, non, mais oui, c'est ce que je veux dire, c'est que si par exemple on consommait deux fois moins, on émettait deux fois moins de dioxyde de carbone, oui, c'est la dérivée. ça continuerait à augmenter, quoi. Bah, à partir d'un moment, Ça stagnerait parce qu'il y tu a as quand même les plantes qui vont se mettre à en absorber plus. mais, mais en tout cas, la concentration en CO2 à l'atmosphère, elle ne diminuerait pas parce que on a Bah, si on arrête complètement, elle diminuerait parce Ah oui, que, voilà, divisé par deux, oui, elle monte moins vite. Ouais. voilà, c'est ça. Mais c'est pas forcément linéaire parce que quand il y en a beaucoup, elle a plus tendance à être absorbée et par le. Mais là, les arbres meurent, donc du coup, c'est même pas. Ça se trouve, ça compenserait même plus maintenant, mais bon. En tout cas, c'est l'idée que c'est pas du tout la technologie, en tout cas dans le passé, qui fait changer les choses. Et c'est pour ça que de faire des réunions sur la technologie, je le fais parce que, bah, bon, déjà, ça marche pas tant que ça parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça, mais en tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Mais voilà, mais le problème, à mon avis, il n'est pas là. Donc voilà, bah, il y a des historiens. Donc, il y en a un que je voulais, enfin, il y en a deux que je voulais inviter. Donc, il y en a un, j'ai vu, il a une autre conférence, je sais plus où, donc je l'ai même pas invité. Jean-Baptiste Frézot, je suis vraiment pas sûr que ça soit venu, hein, mais je le trouve intéressant. Lui, il fait donc tout un historique, l'historique des techniques et ou des énergies, je sais plus, ouais, sur l'énergie. Et il montre bah, justement ce phénomène qu'à chaque fois qu'il y en a une nouvelle, l'ancienne n'est pas remplacée, voire elle est nécessaire. Il faut de l'acier pour faire de l'éolien, il fallait du bois pour faire les charpentes dans les mines à charbon. Pour le pétrole, il faut beaucoup d'acier pour aller faire les plateformes pétrolières, etc. Donc en général, en plus, ça va pas. Tu peux difficilement en avoir une sans l'autre. Il y a beaucoup l'effet de greenwashing. On dit, ah oui, mais maintenant, il y a une prise de conscience. Mais dans les années 30, il y avait une prise de conscience aussi. Par exemple, aux États-Unis, après la crise de 29, ils se sont mis à planter des tas de choses. Et, euh, et puis, je sais plus pourquoi, ensuite, bah, il y avait plus besoin d'autant. Ils ont arrêté. Et là, il y a eu complètement un effet d'érosion du sol. Et ils se sont mis à avoir des tornades de poussière, de sable, des choses comme ça. Et ils ont dû bah, faire exprès de faire attention à leur environnement, quoi, déjà dans les années 30. Et puis, bah, on travaille avec un archéologue, on en reparlera un petit peu, mais il peut nous raconter ça depuis la nuit des temps, sur des phénomènes beaucoup plus locaux, par contre, hein, évidemment. C'est vraiment pas nouveau. Donc, toujours le paradoxe de ce qu'on vient de dire, le paradoxe de Jovanta. Ah oui, c'est l'effet Véranda. Mais ça, c'est très récent, hein, c'est pas un vrai nom officiel. C'est en Angleterre, ils ont fait des gros investissements pour isoler les maisons. Ça a très bien marché. Les gens ont isolé les maisons. Et du coup, ils ont fait des économies. Donc, ils ont mis une véranda en plus. Ils ont dû chauffer, etc. Donc, c'est vraiment l'effet typique de, bah oui, mais si on a de l'argent de côté, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est un vrai problème, mais qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Et donc là, je reviens sur le côté du véhicule autonome parce que donc on dit que faire de la prospection, c'est très difficile d'arriver à imaginer est-ce que le véhicule autonome va permettre de faire par exemple le dernier kilomètre pour compléter le transport en commun. Ce serait l'idéal. On prend le train, on arrive, on prend un véhicule autonome pour aller jusqu'à sa maison. Ou alors, est-ce que on va avoir un véhicule enfin, chez soi et puis quand on est bourré, on va prendre un véhicule autonome. Quand c'est dur de se garer, on va prendre un véhicule autonome. etc. Et que du coup, bah, on aurait notre véhicule, plus de temps en temps un véhicule autonome en plus. Et ah oui, Mais tu peux m'accepter, je viens de m'inviter là, ah oui, parfait.
Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Et donc, oui, voilà. Et donc, l'idée, c'est que je me suis dit, mais il y a quelque chose de très similaire, c'est l'ubérisation du taxi, où c'est pas un véhicule autonome, mais c'est un peu pareil, c'est beaucoup moins cher, c'est très flexible, c'est très pratique, et il y a des chances que une des applications des véhicules autonomes, ce sera d'enlever le chauffeur de l'Uber pour faire exactement le même service, mais en beaucoup moins cher. Ou pas, parce que le véhicule lui-même va peut-être coûter cher, mais c'est une des questions. Et donc, j'ai trouvé un rapport, alors je n'ai pas encore eu le temps de détailler, c'est juste pour vous donner l'idée de ce que j'ai fait, hein, puis de ce que je voudrais faire. Donc, on va pas faire des données nouvelles, hein, on fait juste des reviews. Je dis on parce que c'est un peu ce que Geoffrey avait présenté. Et de ce qu'il voit, ben non, effectivement, c'est juste des véhicules en plus de confort. Euh, c'est que dans les villes denses, 60% des gens qui utilisent Uber et compagnie prendraient le transport en commun s'il n'y en avait pas. Le nombre de voitures augmente plus vite que la population, donc c'est que ça a pas eu d'effet dans le sens inverse. Et ça remplace le véhicule privé que si c'est dur à stationner, que si on est bourré, que si ce que Vélib faisait, quoi. Et, euh, et ce qu'on voit, c'est que même un des avantages du véhicule autonome, ce qu'on imagine, c'est qu'on pourra faire du car sharing. Donc, il y a un véhicule, il passe prendre tout le monde. Mais là aussi, ça existe déjà avec Uber, hein, les Polix et les Uber Eats ou des trucs comme ça. Et pareil, ils voient qu'il y a quand même une augmentation de 160% des véhicules ou des kilomètres qui sont faits euh, avec ça. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas assez précis. Je vous fais le résumé du rapport. Et puis bon, ça, c'est un rapport parmi d'autres. Mais c'est le genre de truc que j'aimerais bien étudier. Parce que sinon, on fait plein d'hypothèses sur le futur. Ah oui, mais si les véhicules, c'est ça. Oui, mais si les véhicules, c'est ça. Mais en réalité, qu'est-ce qui va vraiment se faire? Et j'ai l'impression que là, il y a vraiment quelque chose de similaire qui permet de nous montrer un peu ce que ça ferait. Alors, il y a 6 mois dans la même salle, hein, vous avez vu, je remis la photo. On avait organisé justement une journée sur cette thématique-là, où là, il n'était pas question de robotique, mais de voir comment, plutôt que d'améliorer une technologie, on va essayer de changer le comportement des gens pour qu'ils aient envie d'utiliser les bonnes technologies. Il faut qu'il y ait des technologies qui soient là pour rendre acceptable un changement, mais c'est vraiment pas la technologie qui a l'air de faire le changement dans le bon sens. Et donc, c'est là qu'avec Laura, entre autres, on essaie de créer un petit groupe, un peu comme pour le groupe pour étudier l'effet du véhicule autonome. Ben là, c'est pour étudier la dynamique de société, donc c'est un petit peu plus ambitieux. Et sur les effets, ben, quelles sont les choses qui peuvent vraiment faire changer les comportements, que ce soit technologique ou économique ou psychologique. Et voilà, donc il y a un effet maintenant qui m'intéresse beaucoup, mais j'ai pour l'instant pas les compétences, hein, mais et je vais essayer de les avoir. C'est où va l'argent? Donc c'est toujours cette idée de OK, on a réussi à acheter des PC d'occasion au labo. Ça, c'est un exemple. J'étais à EcoInfo. C'est là que j'ai rencontré Francis Vival, là, qui a présenté tout à l'heure. C'était une école d'été, passionnant, comment on fait pour économiser sur les PC, etc. Et en même temps, j'étais avec ma directrice. Oui, il nous reste de l'argent sur la ligne du labo, il faut acheter des nouveaux PC, qu'on en profite. Donc, ça sert à rien d'économiser toute l'année si, au dernier moment, on est en train de tout écluser dans des PC. Enfin, c'est très bien, hein, mais du coup, ça sert à rien de se PC, quoi. Et le problème, c'est qu'il faut arriver à réinvestir cet argent, ben, pas bêtement. Et donc, le pas bêtement, ben, faudrait l'investir dans du personnel, quoi. Et ce serait de... Qui est-ce qui donne ce budget en fait? Oui, on aurait pu avoir moins, mais on n'a pas envie de le gâcher, enfin, on n'a pas envie de... C'est pas la question que je pose, tout à l'heure, c'est est-ce que finalement, c'est pas une incitation à la consommation matérielle? Quand on regarde par exemple, les agriculteurs, eux, ils sont défiscalisés quand ils achètent des tracteurs, etc. Quand ils achètent des... Ah bah oui, sûr, non, ça En fait, c'est un vrai problème. il y a l'impression que, bah, peut-être pas un comité, mais en tout cas, il y a cette sorte d'incitation à la consommation matérielle, comme si on avait besoin de soutenir économiquement Ah ben, ces constructeurs. c'est le cas. Faut pas se mentir. Et même les ANR, les choses comme ça, il faut mettre forcément un partenaire industriel. Bah, c'est pour lui faire un crédit d'impôt. Les crédits d'impôt, c'est pour soutenir des entreprises. Oui, donc c'est le système qui est initié, là, enfin, Ouais, à mon avis, oui. Après, je sais pas. Oui, en fait, il faut réfléchir. enfin, finalement, c'est la mission
consommateur. C'est-à-dire, voilà, vous avez donné, c'est comme de l'argent de poche qui est donné à un enfant, quoi. Enfin, c'est l'argent de poche qui est. Non, mais c'est quand même pas gâché parce qu'on l'utilise après. Ben, c'est de l'argent qu'on a mis stocké dans des PC pour l'avoir l'année d'après. Mais oui, c'est dommage parce que on va se dire, tout à l'heure, il a expliqué que pour pouvoir profiter de PC qui sont une garantie de 7 ans, il faudra avoir quelqu'un pour pouvoir les nettoyer, les rendre. Enfin, c'est quand même du boulot à faire ça. Et on pourrait très bien le financer avec cet argent-là. Sauf qu'il y aura plein de couches administratives qui vont nous compliquer la vie parce qu'en général, les institutions réchignent à prendre du personnel. Et s'ils en prennent, ça va être du CDD. Quand le CDD il s'en va, du coup, ben, le matériel est presque plus utilisé. Enfin, si c'est du matériel très spécifique, en tout cas, il est mis dans un coin. Celui d'après, il sait pas comment ça marche. De toute façon, c'est pas celui qu'il aime d'habitude, donc il va vouloir en acheter un autre. Et là, je parle de robotique, par exemple, hein. C'est compliqué de garder les choses d'une fois sur l'autre. Ça, c'est ce qu'on a vu ce matin, hein. C'est du matériel disparate. C'est du travail. Mais voilà, ce que je veux défendre, c'est que c'est du travail, mais qui est bon pour l'écologie, quoi. Plus que la technologie. Même si c'est pas indépendant, hein. Enfin, on peut très bien faire du bon travail avec de la bonne technologie. Mais, euh, mais voilà, c'est ça. Alors là, voilà, c'est très grossier. Donc là, c'est ce que je vous montre, c'est que l'argent, il est constant, l'argent qui circule, et il augmente à peu près de 6% par an. Alors là, j'ai que depuis 1980, et ça, c'est à peu près de 1930, hein, sur d'autres, là, c'est 1950, mais il y a sur d'autres groupes, sur d'autres, question. Donc, bah, c'est plus ou moins la banque centrale qui permet par des prêts de ce qu'on appelle l'argent dette, etc. Mais c'est de l'argent qui rentre en circulation. Et c'est la masse monétaire. Alors après, c'est compliqué à compter quand c'est des emprunts, des choses comme ça. Donc M1, ça va être le billet en cash, enfin la liquidité, enfin, en cash ou en numérique. Après, tu vas avoir les emprunts, mais de très court terme. Donc, on considère que c'est presque de la liquidité. Et après, tu auras les emprunts de long terme où c'est pas vraiment liquide puisque c'est pas forcément de l'argent qui est utilisable directement. Donc, c'est compliqué. Mais dans les trois couches, à part à la crise de 2008, c'est assez constant. Et puis même quand il y en a eu plus, bah après, il y a eu régulation. C'est exponentiel. Si c'est 6%, c'est une pente qui augmente de façon exponentielle. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de suivre cet argent et de regarder la corrélation de pollution qui va avec. Et on pourrait regarder plein d'autres externalités, hein, qui seraient le bien-être social, etc. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est donc on peut imaginer un PIB qui ne diminue pas, par exemple, donc la croissance, etc. Mais pour ça, il faut. En fait, je pense que, enfin, au niveau économique, c'est pas pareil, en fait, la masse monétaire et le PIB, c'est une chose différente, en fait. Ben, le PIB, c'est la somme de ce qui circule entre les gens. C'est la somme des valeurs ajoutées. Ouais. Ben, c'est ce que j'ai mis, hein, là. Tu as deux agents. Tu as l'agent 1 qui paye une nounou et la nounou, elle paye des cours d'informatique. Là, tu as eu création de PIB, de la somme des deux valeurs. Non, non, monétaire constant. Tu as eu création de PIB, par contre, parce que la valeur ajoutée, tu as payé la TVA dessus, etc. À chaque fois que tu payes la TVA, c'est qu'il y a de la valeur ajoutée. Mais tu n'as pas eu de pollution créée. Et tu as l'argent qui est resté dans le pays. Donc, qui recircule et qui est encore disponible. Et aucun des deux s'est appauvri quelque part. Les deux ont travaillé, les deux ont créé de la valeur et il n'y a pas eu d'appauvrissement. Après, ben, là-dessus, par exemple, à chaque fois que tu fais un truc, il y a la TVA et puis plein d'autres charges, évidemment, qui vont à l'État. Mais il y a la même quantité qui va redescendre sous une forme ou une autre, de manière injuste ou juste, mais en tout cas, ça va redescendre quelque part, forcément. Parce que ça ne peut pas disparaître. Par contre, pareil, hein, si je vends d'occasion, et c'est là que c'est intéressant, je trouve cette approche, parce que souvent on dit, ouais, il faut faire d'occasion, etc. Oui, mais si je fais d'occasion, je vais acheter quelque chose de moitié moins cher, et il y a une autre personne qui me l'a vendu qui va recevoir moitié de la somme. Donc en gros, les deux ont encore le pouvoir monétaire, enfin le pouvoir d'achat, de racheter exactement la même chose que si j'avais acheté neuf. Alors je ne sais pas ce que les gens feront avec, mais en tout cas, d'avoir acheté d'occasion n'a rien changé sur le fait que l'argent est toujours disponible et être prêt à aller acheter un nouvel iPhone ou aller acheter un billet d'avion à Bali. Ou un service. Ou un service, et là, ce serait positif, mais en général, ça va être, quand tu redonnes de l'argent, je suis en train de regarder l'élasticité des prix. Par exemple, si tu baisses les taxes sur l'énergie,
Tu as une élasticité de 0,7. Ça veut dire que ce serait 1, ça veut dire que tu baisses de la moitié, on va consommer 2 fois plus. Bon, sur l'énergie, c'est pas tout à fait vrai. Mais on baisse de moitié, on va consommer 1,5 fois de plus, peut-être, un truc dans le genre. Donc, on va quand même consommer plus. Donc, de baisser des taxes sur l'énergie, ça va nous faire consommer plus d'énergie. Ça, c'est presque automatique, en tout cas sur les petits changements. Les gros changements, c'est plus dur de prévoir. Et c'est. Ouais. Je suis en train de me dire que, comme tu l'as dit, l'argent, c'est de l'argent de dette. Donc, la masse monétaire dépend des dettes qui sont créées. Et finalement, en fait, peut-être que si ta maison coûte moitié moins cher, tout simplement, son prêt à la banque sera moitié moins, et que du coup, il y aura moins de masse monétaire en circulation dans l'économie, et que du coup, l'inégalité n'est pas exactement. Peut-être, mais là, normalement, la BCE va justement rendre l'argent plus facilement accessible. Donc, tu auras un effet de déflation et l'argent sera moins cher. Et donc, du coup, les gens feront plus facilement des prêts. Situation monétaire, quand on fait cette présentation, ils étaient quand même une petite quantité. Ben, quand c'est de l'inflation, mais là, tu me parles de déflation, quoi, puisque les gens, ils empruntent moins. Donc, du coup, il y a moins d'argent en circulation. Bon, non, ça a plein de problèmes aussi, la déflation. Oui, bien sûr, non, mais ils essayent d'ajuster un taux, ce qui fait que c'est à peu près constant. C'est l'idéal, il faut dire tout simplement les gens achètent des trucs moins chers, donc moins de prêts. Donc, oui, mais si tout est moins cher, ce sera tout exactement équivalent si tout est moins cher. Mais le problème, c'est qu'il faut garder l'énergie chère, par exemple, parce qu'on veut moins d'énergie qui part déjà. Parce que je disais, l'énergie en France, quand c'est du pétrole ou du gaz, ça part directement à l'étranger. Donc, c'est Afrique, Russie, Arabie Saoudite, en gros. Et donc, c'est de l'argent vraiment, de la masse monétaire qui n'est plus là. Et d'ailleurs, la France est en déficit depuis un certain temps, où pour se rattraper, elle est obligée de vendre son capital. Donc, des vignes, des aéroports, des. Et alors, vous voyez, c'est très simple, hein, là, c'est encore très bisounours, mais c'est vraiment l'idée qu'on voudrait étudier plus finement, quoi. En fait, peut-être ce que je pense, c'est que la création monétaire, elle ne va pas forcément créer des inflations. Et si, par exemple, tu fais, en fait, si tu fais des crédits à taux faible pour que les gens ils achètent leur appartement, donc le prix de l'immobilier augmente, les gens ils vont faire un crédit et ils vont rembourser, voilà. Et en fait, ils ne vont pas forcément avoir beaucoup d'argent pour consommer, puisqu'ils vont acheter un bien qui est assez cher. Oui, mais ceux qui l'a vendu, il l'a vendu cher. Ouais, mais ceux qui l'ont vendu, en fait, je vois ce que je pense, hein, mais c'est une thèse, justement. Oui, oui, on ne va pas discuter économie pure là, c'est juste l'idée qu'on veut. Ceux qui aspirent l'argent, ceux vers qui ça va l'argent, ben, ont plus d'argent, ben, eux, ils ne vont pas forcément consommer, parce qu'eux, ils ont beaucoup plus d'argent, donc eux, ils vont essayer d'investir. Oui, mais s'ils l'investissent, ils font baisser le coût du capital, les entreprises auront des capitaux, elles vont par exemple investir dans de la publicité pour te faire acheter des trucs. C'est typiquement ce que va faire une entreprise quand son prix du capital va baisser et que personne ne veut acheter ses produits. Elle va pouvoir l'investir ou dans des meilleures machines pour faire des meilleurs produits que les gens vont enfin acheter, ou dans plus de publicité. L'argent ne va pas disparaître complètement. Ils vont le placer, et ce placement va servir à quelqu'un quelque part. Ouais, ce placement, ça va être un peu de la spéculation. Oui, mais spéculation, c'est quelqu'un d'autre qui va. Ouais, ça continue à circuler Si tu achètes, tu l'achètes à quelqu'un forcément. Qui avant avait des bitcoins, même le bitcoin, c'est complètement immatériel. Celui qui achète, et peut-être il gagne de l'argent, il perd de l'argent, j'en sais rien, mais celui d'en face, il gagne ou il perd exactement le symétrique. Ouais, mais c'est une monnaie, en fait, c'est la monnaie qui circule, en fait. Voilà. Donc c'est un effet neutre. En fait, voilà, mais il y a toujours des gens qui ont l'argent pour circuler la monnaie là-haut. Bon, après, il ne faut pas être complotiste, mais. En fait, cette monnaie, elle circule en achat de ceci, de cela. C'est comme si les gars qui jouaient, ils s'échangeaient en échange d'actions. Ouais, mais c'est comme quand tu vends d'occasion, c'est le même phénomène. Et donc, il n'y a pas forcément, relativement à cette monnaie, une consommation. C'est comme un truc qui se passe dans une forme de bulle Au bout d'un moment, il y en a un qui va le dépenser. T'as raison. Allez,
Donc, ah oui, tout à l'heure, on a parlé de vaches, où va le lait? Donc, où va l'argent? Et où va le lait? Parce qu'il a montré qu'un seul agriculteur fait 150 vaches. Donc, c'est une productivité qui a augmenté de manière incroyable. Alors, il y en a un peu qui va dans les robots, mais les robots sont pas si chers, moi, je pense pas. C'est surtout que le prix du lait baisse. Et le prix du lait de l'acheteur ne baisse pas tant que ça. Ça baisse aussi, mais donc c'est surtout les intermédiaires. Et donc, j'avais fait une petite étude après le Covid euh, de, par exemple, Lactalis, donc c'est Besnier, il a 22 000, la famille, hein, elle est passée de 12 milliards d'euros de fortune personnelle, hein, donc d'argent de poche, à 22 milliards d'euros. Et donc, c'est du bénéfice sur le lait. Alors, le lait, le fromage, je ne sais pas exactement, mais il voulait avoir Édouard Roquette qui fait de l'amidon de maïs, du blé, des choses comme ça. Il a gagné 300 millions de plus. Bon, bah, c'est des bénéfices sur du blé. Sur les fertilisants, c'est du bénéfice. Bon, sur les fertilisants, là, ils ont perdu par contre, mais c'est le hasard. Donc, j'avais compté ça sur les 10 plus grosses fortunes. Donc, je suis allé sur le site de Challenge qui donne les fortunes. J'ai regardé tous ceux qui sont dans l'agroalimentaire, donc qui gagnent de l'argent sur les marges qui sont sur les agriculteurs, hein, plus ou moins. Alors, j'avoue que c'est assez cliché, mais à mon avis, ça donne un bon ordre de grandeur. Et donc, ceux qui font les abattoirs, qui font de la viande, ceux qui font de la volaille. Donc, eux-mêmes, ils travaillent, ils font quand même de la transformation. Mais le gros, c'est sur la marge entre ce qu'ils achètent et ce qu'ils revendent. Donc, pas cher à un agriculteur et cher aux consommateurs. Et donc, ça fait à peu près 35 milliards d'euros sur 3 ans. Euh, et donc, il y a 400 000 agriculteurs à peu près en France. Donc, ça fait à peu près 90 000 euros par agriculteur. Donc, c'est même pas pour 10 personnes qui sont mis à gagner 35 milliards d'euros en 3 ans. Et voilà, donc on se demande où va l'argent, ben, on sait très bien où va l'argent. C'est bon, j'ai trouvé. Et voilà, et donc là, c'est un peu du bricolage, mais je trouve que ce serait très intéressant de voir précisément l'impact que ça a eu, que eux, ils aient cette somme-là. Il y en a une grosse partie qui est certainement allée à l'étranger, dans des yachts, dans des immeubles, bon, bah, dans des entreprises. Ça, c'est sûr que ça ne démarche pas, en fait. Ah mais non, ça vient de quelque part, mais c'est leur métier et ils ont beaucoup plus de fortune. Donc, c'est entre ce qu'ils vendent et ce qu'ils achètent, mais entre-temps, quand même, ils ont fourni un service, mais ce service, comment dire, ça aurait pu être une coopérative et la personne ne gagnait l'argent, c'est juste de l'argent qui aurait tourné et un truc à but non lucratif, par exemple. Et on va dire, c'est comme des immeubles, parce qu'on va dire, oui, c'est pas vraiment de l'argent. Mais quand tu possèdes des immeubles et que tu touches les loyers, ah, ok, les immeubles peuvent prendre feu, ok, tu peux pas les vendre du jour au lendemain. Et donc, là, bon, là, je fais un petit récapitulatif de où on pollue, mais c'est pas très intéressant. C'est assez classique, j'avais déjà fait. C'est juste pour montrer que les Parisiens, ils polluent beaucoup sur l'avion de manière incroyable. C'est un tiers de la pollution d'un Parisien, c'est l'avion, en CO2. Et encore, on compte pas les traces, les traînées de vapeur qui ont qui sont un effet, un gaz à effet de serre super puissant, qui dure que 15 jours, mais tellement puissant qu'on considère qu'on devrait doubler l'effet de l'impact de l'aviation. Ça, c'est l'impact de la nation de France. À Paris, Paris même. Ça, c'est Non, non, c'est les Parisiens, c'est la mairie de Paris hein, qui avait fait une analyse de ce que consommaient les Parisiens. Et j'ai divisé par le nombre de Parisiens, donc c'est à peu près, comment? les Parisiens, quoi. Parisien, Paris, intramuros. Euh, mais effectivement, ils ne dépensent pas beaucoup en chauffage ou en surface. En chauffage, c'est très très faible. Euh, En voiture, bah, c'est relativement faible. Voilà, l'argent va essentiellement dans les voyages parce que bah, c'est quand même assez culturellement. J'ai l'impression que dans mon entourage, au moins une fois par an, un voyage en avion longue distance, plus des courtes distances. Et puis, donc, j'ai fait un petit calcul de combien ça coûtait, enfin, dès qu'on dépensait 1 euro dans l'aviation, combien de CO2 on émettait, dès qu'on dépense 1 euro dans le fuel, combien de CO2 on émettait, etc. Donc, on peut voir que si. Donc, l'avion low cost, c'est ce qui est le plus efficace pour polluer, parce que c'est moins bien par euro dépensé. Donc, c'est pas par transport, c'est pas par voyage, c'est vraiment l'effet de mon euro que j'ai choisi de mettre dans l'aviation plutôt que de le mettre dans la nounou. Je dis nounou parce que c'est le truc qui pollue pas par excellence au sens où bah, elle est juste là et elle repart. Si elle habite loin, bah, c'est son problème et c'est elle qui fera son bilan carbone, mais c'est pas le mien.
Et puis, c'est rigolo parce que ça voudrait dire que ceux qui ont des enfants, ils polluent moins jusqu'à ce que les enfants travaillent que ceux qui n'ont pas d'enfants parce que bah, ils ont moins de revenus en moyenne parce qu'ils travaillent moins longtemps souvent. Et puis, l'essentiel de leur revenu va dans des nounous, des cours de judo, des frais de scolarité, c'est un peu de la provoque, hein, mais je trouve ça assez rigolo. Donc voilà, donc j'ai fait pas mal de trucs. Tu as fait sur l'Internet, c'est évidemment. Vraiment semaine du carbone sur la transport. J'ai fait que parce que l'avion pas low cost, il coûte cher. Donc, tu pollues plus. En général, tu te prends parce que tu as des plus beaux sièges, etc. Mais il coûte tellement plus cher que par euro dépensé, tu pollues moins. Le low cost, à voyage école. Non, non. À voyage égal, le low cost pollue beaucoup moins. Mais il va coûter aussi beaucoup moins cher. Donc, du coup, et souvent, pas low cost, tu payes quand même plus de services, tu as plus d'hôtesse de l'air, tu as un petit lounge il y a du personnel qui le gère. Donc, tu as beaucoup plus de personnel. Et dès que tu mets dans du personnel, bah, c'est du coup que je considère que tu pollues pas. Mais après, à terme, si tu achètes du pétrole, en vrai, c'est pas le pétrole ou le robot qui pollue, qui utilise l'argent. Donc, à terme, tu payes quand même à un gars qui est en train de creuser le puits de pétrole. Mais de loin, bah, tu dis, bah non, c'est pas du salaire, c'est de la pollution que tu es en train de payer. Et pareil, tu pourrais très bien payer quelqu'un localement qui est en train de faire de la merde, qui met du cyanure dans ton champ. Et c'est du salaire et ça pollue. Mais voilà, je pense qu'on comprend ce que je veux dire par là. Et j'ai juste un problème, c'est qu'avec le placement de l'argent, d'après Oxfam, donc, qui étudie que l'argent justement qui est utilisé par les entreprises pour investir, ça pollue. Et là, bah, ça pollue vraiment trop parce que des fois, il vaudrait mieux prendre l'avion que placer son argent pendant quelques années, quoi. Donc voilà, là, faudrait que j'étudie. Eux, ils ont sûrement compté des coûts de rebond. Enfin, il faut que je vérifie. Euh, voilà, c'était c'est vraiment des premiers gestes. C'est juste pour montrer l'idée de ce que je voudrais faire. Maintenant, je voudrais un truc carré, hein, travailler avec des économistes, etc. C'était juste pour montrer que quand on paye de l'énergie, bah, c'est vraiment de l'argent qui part par les fenêtres, en tout cas du niveau français, parce que si c'est du pétrole, ça va quand même beaucoup en Russie. Bon, au Moyen-Orient, c'est ce que j'avais dit le maximum, et je crois que c'est l'Afrique normalement le pire. Et le gaz, ben, c'est un peu pareil. Il y avait pas mal la Norvège, mais maintenant la Norvège, ils n'arrivent plus à produire, donc ça va être compliqué. Donc ça va être beaucoup l'Algérie, là aussi, évidemment, etc. Donc c'était en 2021, je ne sais pas si la guerre encore avait eu une influence, mais même maintenant, on continue quand même un peu moins, mais on continue. Voilà, la nounou, qu'est-ce qu'elle fait avec l'argent, on me demande. Donc, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle va utiliser le même algorithme. Là, je rigole parce que bon, c'est toujours, je ne sais pas comment il faudrait que je le présente pour pas que ce soit toujours la question qu'on me pose. Mais la nounou, elle va se poser exactement la même chose. Donc, effectivement, elle peut polluer ou pas, ou elle peut décider de prendre des cours de guitare, etc. Je ne peux pas savoir ce que la nounou va faire, mais elle peut avoir exactement la même conscience écologique. Et donc, je l'incite à prendre du personnel aussi, et pas de. Et deuxième truc, c'est que de toute façon, je voudrais qu'elle ait un salaire, parce que je veux pas la tuer. Donc, c'est pas de lui donner un salaire que c'est quelque chose de mal, puisque de toute façon, je voudrais au moins qu'il y ait un salaire minimum ou comme ça. C'était une question sur le chat et on en a parlé tout à l'heure dans la pause, donc c'est pour ça que je vais vite. Donc voilà, donc l'idée, ce serait d'arriver à faire un peu comme un réseau de neurones basé sur différents agents qui prennent des décisions. Et là, on est en train de monter un petit groupe là-dessus. Donc là, c'est très basique, hein, faut pas regarder les données, hein, c'est juste l'idée elle-même. C'est que vous êtes là, vous recevez 44 000 euros de revenus. J'étais optimiste. Ah ben oui, là, c'était pour voir un riche. On considère riche à 4 000 euros. Et vous avez 4 000 euros de dépenses à faire. Quoi qu'il arrive, il faut dépenser 4 000 euros sur un compte. Sous le matelas, à la rigueur, c'est vraiment de l'argent qui disparaît si vous le brûlez, mais déjà, c'est illégal. Donc, et après, ben voilà, ce sera des placements, vous allez à Bali, bon, il y aura une partie d'impôts. Ah oui, non, c'est 4 000, c'est parce que il y avait les impôts aussi. Et voilà, enfin, ce serait l'idée. Et de faire ça ben, avec des millions d'agents qui sont plus ou moins économes, qui sont plus ou moins écolos, qui sont plus ou moins riches, évidemment. Et essayer de voir ce qui se passe, entre autres avec ce qu'on sait déjà.
Ensuite, pour arriver à ce qu'on observe de l'extérieur, avoir une espèce de réseau de neurones qui essaye de prédire les sorties. Et voilà, donc j'ai commencé avec des petits robinets où on choisit, même pour un labo, je trouve ça intéressant. On choisit où est-ce qu'on oriente, on ventile notre budget et on va pouvoir voir directement la pollution indirecte qu'on va générer, si c'est du matériel, si c'est du personnel, etc. Voilà. Et puis, on voudrait faire aussi une petite version pédagogique. Donc là, on a un groupe de 5, 6, 4, ouais. Mais on sera pas un peu plus parce qu'il y a des gens qui sont intéressés sur étudier la dynamique des systèmes, vraiment d'un point de vue vraiment plus sérieux. Donc, il y a Laura Cohen, hein, qui est ici. Il y a Clément Moulin-Frier qui est à l'INRIA, c'est ça, de Bordeaux, qui travaille sur les systèmes multi-agents, etc. Il y a Mal Crépy, qui est un archéologue qui était venu à la journée que j'avais déjà organisée ici et qui est très intéressant sur, lui, il étudie les sociétés passées, donc comment à chaque fois elles ont voulu accumuler des ressources, et ça a souvent fini mal, et donc recommencer à accumuler des ressources. Et donc, pourquoi pas, ou reproduire exactement, on aimerait bien, ouais, c'est peut-être pas possible, de la simulation de qu'est-ce qui s'est passé, avec toutes les traces qu'ils ont, ou au moins avoir des grands principes un peu pédagogiques, un peu jouets on peut imaginer que s'il y a ce phénomène-là, il y a ce phénomène-là, même si on n'a pas exactement les vraies quantités, enfin, au moins un truc qualitatif. Et du côté truc qualitatif, j'aimerais bien faire un truc pédagogique, vraiment un jeu, un peu à la civilisation. Et on imagine des systèmes où on est plus ou moins altruiste. Alors, si on est complètement altruiste, on va perdre parce qu'on donne tout. Mais si on est une société qui ne l'est pas, elle va passer son temps à s'entretuer, donc elle ne va pas forcément y gagner. Et, euh, et peut-être qu'on pourrait imaginer que selon les contextes, avoir une culture, une philosophie, une politique plus ou moins différente, ça aura différents impacts, mais vraiment pour montrer les mécanismes. Et voilà, donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc ça, c'est ce que j'avais montré il y a 2 ans, donc sur la courbe du changement. Là, c'est la fin. C'est-à-dire qu'en général, au début, on nie le réchauffement climatique, etc. Ensuite, on finit par accepter, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'on va faire? Après, on est en colère, on se dit, mais c'est la faute des autres, c'est la faute de machin. Ensuite, on fait du technosolutionnisme, on dit, bon, c'est bon, on mettra un peu de ça, on va pas se prendre la tête. Moi, j'ai l'impression qu'on est par là, un peu entre les deux, la société, je veux dire. Et, euh, et le fait que j'ai l'impression qu'on n'en parle plus dans les médias, vraiment plus beaucoup, je vois par rapport aux législatives, par exemple, c'était un petit peu dur de la recruter. Je sais que le GDR, ils ont du mal. J'ai l'impression qu'il y a moins la mode qu'il y a 2 ans. Par contre, il y a 2 ans, j'avais passé presque une demi-heure à expliquer le problème. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça ne servira à rien de dire qu'il y a un problème, parce que j'ai l'impression que tout le monde est d'accord. Donc, c'est pour ça que je me dis, ouais, le problème, à mon avis, il est accepté. Les gens le voient, commencent à s'adapter. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment. Mais par contre, ils sont encore en train de se dire, voilà. Ou c'est la faute des autres, ou alors on va trouver des solutions faciles et rapides et pas chères. Et là, je peux pas m'empêcher de faire un petit clin d'œil, hein, au programme qui montre. Alors, on en pense ce qu'on veut, c'est pas le problème, c'est juste un constat contre l'écologie. Vraiment, c'est écrit noir sur blanc. Donc ça, c'était le programme de Marion Maréchal, mince. Euh, Là, c'est le programme du RN, c'est pour l'arrêt de l'écologie. Alors, ils appellent ça de l'écologie punitive, mais il n'y a pas d'écologie pas punitive. Donc, voilà. Et pour la baisse de la TVA sur les produits énergétiques, j'ai expliqué que c'était, dès qu'on baissait des taxes sur l'énergie, c'est de l'énergie qui part à l'étranger. Enfin, c'est de l'argent qui part à l'étranger, pas proportionnellement, mais en partie. Donc, du coup, d'un point de vue purement écologique, c'est le dernier truc à faire. Après, moi, je suis dans une famille d'agriculteurs, donc je comprends bien, hein, toutes les pressions qu'ils ont, les problèmes qu'ils ont, mais c'est à la société de les aider pour que eux ils puissent vivre bien sans forcément enfin, et puis supporter le prix de l'énergie. Mais je pense pas que ce soit juste de baisser le prix de l'énergie qui va résoudre le problème. En plus, eux, ils sont dans les premiers concernés par le réchauffement climatique, les rendements qui stagnent, etc. Donc, voilà. Et voilà, c'est un truc que j'ai fait aujourd'hui, là, mais regardez, dans les médias, ils remarquent quand même que dans les débats, ça apparaît quasiment plus. Donc là, ils considèrent que c'est 3% du temps être dans les débats sur les législatives, c'était sur l'écologie. En 2019, c'était beaucoup plus.
C'était vraiment un sujet qu'on considérait qui préoccupait les Français, etc. Maintenant, il y a un côté, ouais, repoussoir, ça nous saoule, ça nous inquiète. France Inter coupe des émissions qui parlent d'écologie. Europe 1 n'en parle toujours pas. Enfin, on n'a toujours pas d'émission. Les Français, qui sont des féministes, je trouve que les gens qui étaient hyper concernés par l'environnement il y a 2 ans, se disent pas depuis, on s'en fiche du fait, c'était rigolo. Bah, je sais pas. En tout cas, leur vote, il va dans le sens. Bah, je sais pas, c'est un des 5 premiers points. Quoi. Tu te dis, quand même, c'est impressionnant. C'est peut-être pas les mêmes points aussi, c'est un critère. Je sais pas. Non, non, mais je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a un côté, bah, on est foutu. Donc, du coup, moi, je veux m'occuper localement de moi et puis sauver le monde. Quoi. Surtout que les gens qui sont déjà dans des situations difficiles et qui disent, et en plus, on veut m'embêter avec des trucs. Ouais, oui, c'est sûr. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai l'impression que ça touche toutes les classes de la population. Donc, c'est vraiment pas directement spécifique aux plus pauvres, hein, de loin de là. Voire les plus pauvres, ils ont conscience du problème que ça va leur. C'est quand même plus important en fonction des revenus. Donc, si tu es riche, tu es plus conscient économiquement en moyenne, mais par contre, tu produis beaucoup plus. Ouais, ouais, ça, Conscience de le. mais ouais, mais moi aussi. J'ai plus conscience et je pollue plus que la moyenne parce que bah, je suis au-dessus de la moyenne. Enfin, je sais pas si ouais, faudrait que je compte, mais je fais un effort sur l'avion, mais il y en a plein qui prennent pas l'avion de toute façon parce qu'ils n'ont pas les moyens. On a mangé vegan à midi, mais voilà, ça va pas chercher loin. Quoi. Quoi dire d'autre. Ah oui, je vais regarder, il y a des messages dans le chat. Et puis après, bah ouais, si vous avez des questions, là, on peut discuter de ça ou d'ailleurs d'autres choses dans la journée. Donc, il y avait des trucs ce matin sur les low tech. Comment définir les low-tech? Effectivement, bon, moi, j'aime pas trop les trucs de définition, mais effectivement, sur les low-tech, c'est un peu flou le, si c'est vraiment accessible. Parce qu'un low-tech, c'est accessible, durable et utile. Bah, le fait accessible sur une Raspberry, bah, ouais, ça dépend. Au moins, le code est open source, il est pas bloqué. T'as pas besoin de matériel compliqué pour pouvoir l'utiliser, à part la Raspberry elle-même. Mais effectivement, c'est pas, tu vas pas le réparer avec un cutter ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Des impôts? Ouais, ça va pas être très bien vu, mais oui, oui. On sait ce que c'est que beaucoup de contre-réactions. Pour nous, il suffit de mettre un coût financier. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais c'est exactement l'opposé de ce que les gens votent pour. Hein, donc. Alors, je demandais qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Et ben, donc c'est Mathieu Herbe qui propose ben, des impôts pour plus de services publics, etc. Parce qu'en plus, on économise, enfin, on se fait chier sur le service public. Et, euh, et en robotique, on sait ce que c'est qu'une boucle de contre-réaction et qu'effectivement, pour limiter l'effet rebond, il suffit de mettre un coût financier sur l'énergie, la taxe carbone, qu'il faudrait rendre juste pour qu'elle soit acceptable, mais c'est probablement quelque chose dans le genre qui marcherait. Maintenant, des gens comme Jean Profici disent qu'il les défendait il y a 20 ans, parce que je le suis depuis 20 ans, ils disent maintenant c'est trop tard. Il faut des trucs beaucoup plus réglementaires, etc. Mais juste parce que les boucles de rétroaction comme ça sont lentes. Mais il est d'accord que ça fonctionne. Et là, voilà, j'ai l'impression que les gens, ils veulent plus. Pour limiter les achats urgents en fin d'année, pour éviter de perdre cet argent, on pourrait alléger les règles comptables et permettre le report des reliquats à l'année suivante. Ça, c'est sûr. Un contexte, je ne vois pas d'augmentation de la taxe carbone. Ouais, on est d'accord, hein, c'est la taxe qui va permettre ça. Et puis surtout, ouais, taxe carbone, le problème, c'est qu'on parle de taxe. Alors que moi, je voudrais qu'on parle de revenu carbone. Parce que l'argent qui est taxé, il ne disparaît pas. Et il va pouvoir revenir ailleurs sur un revenu universel, une baisse de charge sur le travail, la sécurité qui soit accessible à tout le monde sans avoir besoin de payer une mutuelle ou je ne sais quoi. On peut inventer tout ce qui est bien. Et pour dire, c'est un revenu. C'est un revenu qu'on a prélevé sur. C'est comme sur les. Quand on a un projet, des fois, le labo, il prélève un petit pourcentage pour faire évoluer le labo. C'est un revenu pour d'autres, quoi. Donc, c'est peut-être le fait de l'appeler taxe qui est négatif. Un revenu carbone, accessoirement, ben, on le prend sur l'énergie, mais c'est un revenu. Et par contre, ouais, sur le truc des achats, effectivement, la souplesse,
Mais il y a toujours le problème, c'est que les gens, parce que ça fait souvent hein, que je pose le problème des histoires d'argent de fin d'année qu'il faut dépenser, c'est qu'en début d'année, les gens, ils ont ventilé et ils ont puni, ils n'ont pas puni, mais ils ont enlevé de l'argent à certains projets pour le donner à toi. Et donc, effectivement, si tu ne le dépenses pas, bah, ça les énerve parce qu'ils se sont dit, ah bah ouais, mais on n'a pas fait un autre projet à cause de ça. Donc, effectivement, il faut rajouter de la souplesse, mais il faut aussi faire attention dans les demandes de ne pas demander trop pour que l'argent il soit pas bloqué bêtement sur un projet et pas sur un autre. Mais ouais, il y a un entre-deux à faire. Et la nounou, qu'est-ce qu'elle fait? Ah ben, oui, je t'avais répondu. Pouvez-vous raccrocher du micro SVPA rapproché? Et légiférer. Donc, je pense que c'est pour ceux qui étaient loin. Hein, je pense pas que c'était pour moi. Et désolé, ouais, c'est un peu tard. Légiférer, ben oui. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Enfin, c'est ce que je venais de dire sur le fait que les taxes, c'est très bien, mais c'est probablement trop lent. On va pas déménager parce que la taxe a un peu augmenté. Alors que c'est une des solutions, c'est d'habiter près de là où tu travailles si l'énergie est trop chère. C'est euh, ouais, ça va être des choses. Parce que tout à l'heure, on a parlé, ah oui, il est plus là, Geoffrey, c'est dommage. Et j'en ai déjà parlé avec lui. Désenclaver la campagne, enfin, les zones, je sais pas où il parle exactement, grâce aux véhicules autonomes. Pourquoi pas, mais ça va être de la pollution supplémentaire. Parce que permettre aux gens d'habiter loin de là où ils travaillent, etc., ben, c'est de la pollution. Par contre, leur mettre une poste, leur mettre une école, leur mettre un hôpital qui leur permet de ne pas avoir besoin de se désenclaver parce qu'eux-mêmes, ils sont bien, plutôt que d'avoir un grand Paris, d'avoir plein de villes et villages qui peuvent vivre. Ça, à mon avis, c'est une bonne solution qui demande du personnel, tant mieux. On a l'argent grâce à la taxe sur l'énergie pour pouvoir payer du personnel. C'est peut-être pas équivalent, mais c'est des directions qui comprennent. Télétravailler un peu, c'est une des solutions, mais souvent le télétravail, et ça, je voulais faire une analyse un peu comme Hubert, c'est que ça s'est associé à des gens qui se sont mis à la campagne depuis le Covid. Donc, ils voyagent moins, mais ils sont plus souvent à la campagne, ils sont obligés de prendre leur voiture pour aller faire leurs courses. De temps en temps, ils sont quand même obligés d'aller au labo qui est loin. Euh, bon, ça, faut voir. Mais ça me paraît pas automatiquement mieux. Il y a aussi possibilité de travailler moins. Quand on achète d'occasion, le problème, c'est que ça ne fait pas disparaître l'argent. Mais si on en a moins, mais que ça reste acceptable, puisqu'on a des choses moins chères, parce qu'elles circulent mieux, hein, par exemple, ça peut être une solution. Donc, comment favoriser le développement low-tech? Donc, ça, c'est la question qu'on avait ce matin. Problème de réutilisation. Il y a aussi le truc que c'est plus en chaîne. Ça demande quand même beaucoup de personnel de tester, de faire des variations. Mais justement, moi, j'aimerais bien travailler, on aimerait bien travailler sur faire des systèmes intelligents qui s'adaptent à des trucs matériels hétérogènes, ce qui permet de reprendre un peu n'importe quoi. Et ce serait un gros avantage de l'intelligence artificielle, à mon avis, mais pas forcément deep et coûteuse comme ChatGPT, hein, mais des trucs un peu soft. Pour la robotique, moi, j'ai travaillé sur un robot à bois. Alors, pas que je pense que le bois est bien, mais sur le côté, un robot, il peut fonctionner malgré des gros défauts. Et donc, avec une toute petite Raspberry, avec des câbles qui tirent dans les trucs de façon très précise, mais que grâce à un système d'intelligence, au revoir, pas de problème. Grâce à un système d'intelligence, il apprend de ses défauts et arrive à se corriger, même si le truc il est différent, et même si l'humidité a fait que le bois s'est tordu, du coup, bah, il se réadapte, il fait des nouvelles choses. Voilà, c'est des projets, pas de résultats à montrer, mais c'est vraiment dans le sens que je pense que ce serait pas mal. Je pense à quoi sur la régularité, il y a des choses, le contrôle des robots qui sont des gestes, il y a toujours une pièce et il faudrait apprendre, Moi, je voudrais bien l'apprentissage continu. Après, il y aura toujours le problème des garanties dans ce genre de truc. C'est ce qu'il y avait sur le véhicule autonome où ils ne voulaient pas d'intelligence artificielle. Maintenant, ils vont avoir du mal à s'en passer. Mais tu as toujours la difficulté de prouver que maintenant que tu as changé la pièce et qu'elle est différente, même si tu as un système intelligent, mais tu pourrais imaginer qu'il fait justement, avant de redémarrer, il fait tout son test, il voit qu'il y a des défauts, il les corrige. Bon, ben, maintenant, c'est bon. Faudrait peut-être que ce soit pas dans des trucs critiques, quoi. C'est un peu comme dans les hôpitaux où on se fait pas chier, on prend un truc sous vide, à chaque fois on jette l'emballage, on prend un truc neuf, parce que bah là c'est critique. Mais dès que c'est pas critique, pourquoi pas du pick and place, c'est de l'à peu près. Tant pis, de temps en temps il va rater la boîte. Bon, bah, ça va avoir un coût économique, mais pas pas irrémédiable. Donc ça se trouve c'est pas très grave. Et puis la fois d'après, ben il corrige mieux, des choses comme ça. Donc voilà, donc moi, d'un point de vue boulot robotique, c'est dans ce sens-là que j'aimerais bien aller.
J'aimerais bien aller dans les systèmes dynamiques, c'est plus tellement de la robotique. Et ouais. Et puis, bah, analyse de l'impact, ça c'est vraiment purement pratique, limite dans ma vie personnelle. Oui, super, on va faire des véhicules autonomes qui consomment moins, mais on va en avoir 2 fois plus, donc, ou pas, hein, mais, en tout cas, il faut le vérifier. Et on dit, ouais, mais nous, on est neutre, mais qui s'occupe de ça alors? Parce que les politiques, eux, ils sont au courant de rien. Donc, ça va être les industriels qui vont les piloter, comme sur l'hydrogène, ou voilà, où on leur a fait croire longtemps que c'était la solution, ou, ouais, voilà, il faut que quelqu'un s'occupe de ça. Bon, bah, pour l'instant, je vois personne, donc c'est à nous de le faire, je considère. Et, pas parce que la science n'est vraiment pas neutre ou pas, ou peut-être qu'elle l'est pas, ou non, mais parce que personne d'autre ne le fait, quoi. Donc, du coup, il faut bien que quelqu'un le fasse.